Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial du film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Nouveau film de Lynn Charlebois, la réalisatrice qui nous avait donné Borderline il y a plusieurs années. Alors un grand retour pour elle au cinéma. Alors vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Donc, on a eu le plaisir d'accueillir la scénariste et réalisatrice Lynn Charlebois, oui. Également les comédiennes Mylène Mackay et Sylvie Moreau, quand même, dans cet épisode spécial. Voilà, oui. Et qu'est-ce que c'est? Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. C'est un film qui raconte quasiment un film biographique sur le frère Marie-Victorin et surtout sur sa relation épistolaire, l'espèce d'amour chaste qu'il a eu avec son étudiante Marcelle Gauvreau. Fait que dans le film, Marie-Victorin est jouée par Alexandre Goyette et Marcelle Gauvreau par Mylène Mackay. Mais attention, c'est pas un biopic standard. Non, exactement. Il y a une mise en abîme, en fait. C'est qu'on va suivre le tournage d'un film, dans le fond, qui est cette interprétation-là. Donc, on va voir la relation que les comédiens ont entre eux. Évidemment, c'est un autre personnage, là, fait qu'Alexandre n'est pas Alexandre, il joue, je me souviens plus qui... Antoine, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, Antoine puis Roxane, et non pas Alexandre puis Mylène. Qui, eux aussi, ont une aventure, fait qu'au travers de ça, il y a comme plusieurs couches à tout ça, ce qui rend le truc très dynamique, très intéressant. Lynn va le confirmer elle-même, mais c'est venu parce qu'il y a quelques années, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui a sorti les lettres qui s'était envoyé... je pense que c'était un historien, c'était Yves Gingras, ça se peut-tu? Quelque chose comme ça, qui a été publié sous forme de bouquin. Exact, qui était très intimiste, mettons, dans leur relation, là, publié à titre posthume. Fait que c'est ça qui a engendré un peu du côté de Roger Frappier de la production, l'idée de faire un film avec ça. Puis, fun fact aussi, on va en parler un peu, c'est que Mylène avait déjà incarné Marcelle Gauvreau dans le film Les Fleurs oubliées d'André Forcier, qui jouait un peu aussi avec les contes de Marie-Victorin, c'est-à-dire que le personnage de Roy Dupuis, qui est un fabricant d'hydromel, mais dans le fond, un apiculteur, c'est ça, avec les abeilles, c'est ça, Puis qui a des visions du frère Marie-Victorin joué par Yves Jacques dans cette idée-là, qui lui fabule sur sa muse, qui est aussi jouée par Mylène Mackay, mais dans une toute autre interprétation, voilà. Fait que, sans plus tarder, on va enchaîner les entrevues, d'abord avec Lynn et ensuite avec les deux comédiennes. Puis le film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles prend l'affiche le 21 juin partout au Québec. Avais-tu autre chose à ajouter? Moi, juste une petite note rapidement sur mon appréciation du film, honnêtement, parce que c'est pas quelque chose que j'attendais tant que ça. J'étais curieux de le voir, mais sans plus. Je m'attendais pas nécessairement à être le public cible, mais finalement, j'ai vraiment embarqué par cette proposition-là, justement audacieuse dans le scénario de l'histoire, dans l'histoire. Puis d'un autre côté, j'avoue que je connaissais pratiquement rien de ces personnages-là, autre que leur nom. Écoute, je ne savais même pas que c'était le frère Marie-Victorin qui avait bâti le jardin botanique qui était derrière ça, tout ça. Fait que, honnêtement, ça a été une belle découverte. Je trouve ça quand même toujours le fun de voir une partie de notre histoire quand même sur le grand écran. Je pense que pour notre mémoire collective, c'est important, ces films-là. Mais au-delà de ça, c'est un film qui est vraiment intéressant, très poétique, très beau aussi. Ouais. Puis je suis content, il y a comme, on dirait qu'avec le succès de Le Temps d'un été, l'été dernier, là, on est moins frileux de peut-être placer un film qui s'adresse à un public plus âgé. On s'entend que ce pas des ados nécessairement qui vont aller voir ça. Puis que ça va remporter un certain succès. Là. Fait que je pense que le public a soif d'un film de ce type-là, un peu feel good, où on se sent bien aussi, parce que je suis allé voir avec mon beau-père et sa conjointe quand même, qui sont à un certain âge, puis eux vont pas au cinéma très souvent, mais je savais que c'était leur genre, puis ils ont vraiment trippé, ils ont aimé ça. Fait que je pense que c'est vraiment un très beau film. Est-ce qu'ils ont littéralement dit « Hey Pat, on a trippé, merci ». Vraiment. C'est mot pour mot. C'est ça. Écoute, moi, je ferai pas mes éloges parce que de mon souvenir, j'ai fait à Lynn puis aux comédiennes. Fait que il va y avoir de la redite. Fait que juste dans l'entrevue, ça va aller de soi. Alors, voilà, bon épisode. C'est avec grand plaisir que l'on accueille la scénariste et réalisatrice du film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Également aussi d'un autre film qui avait marqué beaucoup lors de sa sortie, c'est Borderline.
Et il y a eu comme 15 ans entre les deux films. Lynn, première question, pourquoi tout ce temps entre deux longs métrages? Ben là, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Moi, j'ai fait 4 dépôts de 4 scénarios différents. Les 4 ont été refusés. Ah oui. Avec ou sans raison. Certains, oui, j'étais d'accord. Il y en a quelques-uns que je l'ai encore dans la gorge, mais faire un film, c'est un privilège. C'est sûr que je me suis dit qu'après Borderline, ça aurait été plaisant que mon parcours de cinéaste se développe. Maintenant, on va regarder en avant, puis on va se dire que les 3 prochains films sont à venir. Mais c'est ça, je me demandais à quel point on peut... c'est que dans le fond, tu avais eu, mettons, le financement pour l'écriture, puis là, quand c'était rendu au point de tournage, en fait, comme, ouais, non, finalement... Ben c'est plus compliqué que ça, hein, parce qu'à la SODEC, mettons que j'en parle de la SODEC, il y a un dépôt. Là, ils vont dire, ah oui, c'est très, très bon, les dialogues sont magnifiques, mais telle affaire. Et aussi, il y a d'autres impondérables, c'est-à-dire d'autres dépôts qui ont été faits avant moi. Donc, tu sais, c'est des comparatifs. Puis là, le deuxième dépôt, mais peut-être que l'analyste qui l'a beaucoup aimé a changé, est parti Et au deuxième dépôt, on trouve que... Puis au troisième dépôt, là, c'est une chose et son contraire. Et puis là, puis t'as pas le droit de plus de dépôts. OK. Comme au baseball. C'est aussi, les institutions vont vous dire que c'est parce qu'il y a d'autres trucs qui ont été présentés. Puis l'autre fois, je le nommais parce qu'à un moment donné, en pré-production, en écriture, tu te fais dire c'est bon, c'est un film nécessaire. Puis là, tu le déposes, puis c'est dans le 3e tiers. OK. Fait que là, tu te dis, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une cohérence, tu sais? Mais c'est parce que, justement, encore une fois, la personne qui l'a lu en pré-prod, elle l'a aimé, puis celui ou celle qui l'a lu en dépôt de production, elle l'a moins aimé. Puis aussi, il y a un comparatif. Je me répète un peu, mais... c'est ça qui arrive, c'est que... Mais là, moi, j'ai dit à la personne en charge, j'ai dit, oui, mais je comprends que c'est des comparatifs, mais moi, quand mon scénario est refusé, je les vois l'année d'après, la comparaison de ceux que vous avez acceptés. Tu sais, je dis, puis c'est relatif. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça le truc, c'est que tout est relatif. Pourquoi tel film se tourne pas? Moi, je vais bientôt, j'aimerais ça, sortir tous les scénarios qui ont été refusés. Ah ouais, il va y avoir des bijoux. Je suis certaine qu'il y a des bijoux. Ben, aux États-Unis, il y a tout est privé, c'est différent, mais il y a une industrie qui est comme ça. Je me souviens plus comment ils appellent ça. La blacklist, oui. Oui, la blacklist, c'est comme tous les scénarios refusés. Puis une fois de temps en temps, il y en a qui repognent, puis ça fait des petits bijoux qui se rendent quelque part. D'autres que c'est vraiment... ordinaire. Non, mais tu sais, c'est de même les institutions, tu sais. Quand ils ne prennent pas ton film, ils sont cons, puis quand ils les prennent, ils sont donc intelligents. Il faut aussi... Mais tu sais, vous n'êtes pas la seule et pas la dernière à qui ça arrive, mais est-ce qu'il y a une envie d'abandonner à un certain point? C'est sûr que j'ai des frustrations, mais là moi, je suis tellement heureuse que... Tu sais, des fois, je me dis, mais dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, elles auraient pu être refusées. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un qui n'aime pas ça. Oui. Tu sais, fait que là, merci la vie. J'aime mieux être dans la reconnaissance. Puis, je trouve qu'il devrait y avoir des juges qui sont plus... pas des juges, mais des analystes qui sont plus... impartials, peut-être? Impartials, mais... plus des pairs, des gens qui ont déjà écrit un scénario, des gens qui ont déjà réalisé, mais ça semble utopique. Je sais qu'ils ont déjà essayé à un moment donné de mettre... moi, ce que je suggérais, c'est quand ton film est financé, puis que tu tournes ton film, mais l'année d'après, tu donnes du temps gratuit parce que tu ne déposeras pas tout de suite un autre film. Vu que tu ne déposes pas, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu sois dans le même dépôt. Tu donnes ton temps pour faire tes commentaires sur les films qui se déposent. Puis là, j'en ai parlé à mon syndicat. On est là-dessus, mais c'est plus compliqué parce que là, ils disent, oui, mais là, il y a des réalisateurs, c'est de la compétition entre les réalisateurs, entre les scénaristes. En tout cas, c'est l'humain. C'est ça, parce que comme tu dis, si une année,
on va en sortir éventuellement, là, mais si une année, t'es refusé, là, tu vois les comparatifs l'année d'après, puis là, tu dis, ouais, c'est pas mal sûr que c'est le film de X personnes. Fait que là, quand tu tombes sur le jury des années... Mais c'est pas juste ça. Un ami qui dépose, il sait que toi, tu vas être... Tu été financé l'année avant. Hey, Lynn, oublie-moi pas, là. Tu sais. Okay, en tout cas... Ça vient délicat. On peut pas les blâmer. Non, c'est ça. Mais il y a toujours amélioration, mais c'est difficile parce qu'on manque d'argent. Comme tu as dit, là, c'est réussi. Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Prends l'affiche dans quelques jours partout au Québec. Puis je suis comme surpris qu'il n'y ait pas eu tant que ça de films sur Marie-Victorin avant. Il y a André Forcier qui en avait fait une fable autour de ça il y a quelques années. Mais j'écoutais le film, je disais, voyons, ça n'a pas été... C'est incroyable. Oui, hein? c'est ça. Quel grand personnage. Moi, j'ai découvert en lisant les lettres, mais surtout en lisant un de ses livres qui s'appelle Science, culture et nation, que Yves Gingras, l'historien, a mis en... Et que c'est tous ses discours, ses articles, parce qu'il écrivait dans Le Devoir sous le nom de Monsieur Son Pays. Okay. Il était avant-gardiste dans plein de domaines, pas juste dans la sexualité, mais nationaliste avant l'heure. Il a mis La Fleur Laurentienne, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il a fait, c'est exhaustif, là, toute la flore. Il l'a fait pour Cuba. Tu sais, puis je le disais à la blague, 2-3 films sur Maria Chapdelaine, là, il était temps qu'il y en ait un. Il y en ait un sur... puis là, je nomme Maria Chapdelaine, mais il était temps qu'il y en ait un sur Marie-Victorin. Il le mérite. Est-ce que Et Marcel Gauvreau aussi. Ben c'est ça. Là, je vais peut-être couper le sifflet, Pat. Là. Je te laisse une question après, mais... Est-ce que le projet est né beaucoup de quand ils ont ressorti, ils ont sorti les lettres de l'un vers l'autre et tout? OK. Ben, tu sais, M. Gingras, il avait déjà fait Science, culture et nation. Il avait déjà mis en édition d'autres écrits de Marie-Victorin. Mais quand les lettres ont sorti, c'est le sexe. Le sexe fait vendre. Oh mon Dieu, ça titille tout le monde. C'est vraiment incroyable, même en 2024, comment ça énerve. Tout le monde devient prépubère. Je ne sais pas ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Ben là, en plus... Tu sais, c'est comme... Non, mais... Et moi, quand c'est Roger Frappier, le producteur, quand il m'a appelé, puis j'ai dit, je l'avais entendu un peu à Radio-Canada. Là, j'ai dit, oui, je vais lire ça. Écoute, c'est quelque chose. Premièrement, je me suis sentie voyeuse. C'est pas des lettres que je suis pas sûre qu'ils sont contents qu'on les lise. C'est ça. Et puis... c'est du domaine privé. C'est... Bon, il y a beaucoup de bondieuserie. À un moment donné, c'est long. Mais quand il parle de sexe ou de... Et ce qui m'impressionne, là, puis là, je dois répondre aux questions avant que vous me les posiez. Ce qui m'impressionne, c'est que ces deux personnes, dans les années 30, qui étaient profondément religieux, profondément croyants, qui ont parlé de sexualité scientifiquement, une biologie sans voile, qui disait, et croyants, suivant une religion qui elle-même éteignait tout ce qui était sexuel. C'est ça qui est... Tu sais, c'est pas du tout dans le domaine de... Puis, bon... Et mon film, c'est ça que j'ai eu peur, c'est que, étant donné qu'il y a tellement... les institutions religieuses sont capables du meilleur comme du pire, hein? Mm-hmm. Et tous les scandales religieux, sexuels, moi, là... mais je suis convaincue profondément, Marie-Victorin était l'exception à la règle. Vraiment. Même s'il est allé voir, il a fait des trucs qui choquent. On le voit dans le film. Oui, il y a un petit côté, ça c'était avant, Kinsey, là. Je m'attendais pas. Non, Kinsey, c'est après. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, Marie-Victorin, c'est avant Kinsey, mais cette fascination clinique-là. Clinique-là, oui. Puis... ce qui est bien, c'est pas dans le film, mais ce qui est bien important, c'est qu'à un moment donné, Marie-Victorin, il va à Cuba, il fait la flore cubaine avec le frère Léon, un des frères des écoles chrétiennes qui était stationné à Cuba. Il fait toute la flore, puis elle est dans un lupanar, parce qu'à l'époque, à Cuba, c'était legit, le mot français... légal. Legit. Bon, Lynn. Et puis... cette femme-là qu'on voit dans le film, quand il est mort subitement, elle a correspondu avec Marcel. Ah oui, okay. C'est incroyable, tu sais. Alors, ceux qui doutent
que, bon, c'est un... Ah, tu sais, c'est facile. Mais je veux même pas aller là parce que moi, je le sais, j'ai lu les lettres, je sais pas, c'est profond, là. C'était vraiment un être qui voulait savoir c'était quoi la jouissance pour une femme. Puis il étudiait ça comme il étudie une fleur. Tu sais, c'est comme... Il y a déjà un bon comparatif entre le pistil puis tout, puis le sexe féminin, déjà. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre scénario, c'est votre approche de 2 histoires dans une histoire. Enfin, on n'est pas dans la biopic standard, conventionnelle. Est-ce que dès le départ, c'était votre idée d'amener cette idée-là où des comédiens, on assiste à un tournage finalement sur le film de Marie-Victorin et Marcel Gauvreau? Ça est arrivé très, très tôt dans le processus. Mais parce que moi, j'aime pas trop ça, les biopics, personnellement, parce que pour moi, c'était très important de le moins inventer, le moins possible. Parce que souvent, tu vois un biopic, mais comment... Ils se sont pas dit ça dans la chambre, là. Oui. Tu sais, il y a comme quelque chose que... Beaucoup de raccourcis. Oui, c'est comme... c'est de la spéculation. Fait que moi, je voulais vraiment être proche, puis aussi, c'est pour probablement dédouaner ce côté... C'est que je voulais pas qu'ils soient stigmatisés par la religion. Okay. Ces deux-là. Je voulais plus parler de leur amour, de cet amour platonique, si on veut bien, mais c'est de cette intimité qu'ils ont eue tous les deux. Beaucoup plus que des personnes qui se sont embrassées toute la nuit qui ont eu du sexe avec quelqu'un puis qui sont comme des étrangers après. C'est pas ça l'intimité pour moi. Moi, je pense que c'est... Puis c'est l'histoire d'un grand amour. Puis un grand amour, c'est toujours différent. Tu sais, moi, je pense... Moi, mon histoire d'amour favorite, c'est Cyrano. Mais Cyrano, c'est parce que c'est un amour impossible. C'est une erreur, c'est une mésentente, c'est un malentendu. Mais, c'est tellement beau. Donc, c'est ça. Puis, en apportant le contemporain, je voulais le côté plus universel de l'amour. Donc, et qu'en 2024, ces deux-là, tu peux comparer que ces deux-là, ils étaient en avance sur leur temps, c'est incroyable. Donc, c'était ça, puis c'était pour élargir, je pense, l'horizon. Je sais pas, tu sais, je disais ça à quelqu'un, je dis, quand un peintre peint, là, quand il a pris le blanc, là, ou le bleu, là, cobalt, là, qu'il y avait... On ne sait pas trop pourquoi. C'est vraiment été... j'ai jasé avec des amis, puis au début, c'était beaucoup plus contemporain que... Puis là, j'ai vraiment focusé sur l'amour, sur le couple, sur les relations entre hommes ou femmes. Ça aurait pu être entre 2 hommes ou 2 femmes, mais là, c'est ça qui était ça. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un couple qui communique, frère Marie-Victorin puis Marcel Gauvreau, et l'autre contemporain qui ont de la misère à communiquer. Exact. Ouais. Si on a cette dichotomie. Puis que les fantasmes de Marie-Victorin et de Marcel, c'est le flashback d'Antoine et Roxane. C'est intéressant, ce parallèle-là. Ouais. Fait qu'aussi, ça se mélange. Il y a comme un côté... Je sais pas, c'était... C'est venu instinctivement je l'ai dit tout de suite à Roger. Je dis, Roger, je ferai pas un biopic. C'est pas... Puis aussi, c'est que mon mot là-dessus, c'était less is more. OK. Alors, le moins possible, c'est pour ça que ça s'est rétréci au début. Il y avait tout le tournage. Tu voyais l'accessoiriste, le décorateur. Là, tu vois rien de tout ça. Tu vois à peine l'équipe. Tu vois à peine l'équipe. Je voulais pas aller là. Puis aussi, à part quand ils couchent ensemble, quand il y a le flashback, quand ils se sauvent le matin, c'est la seule scène où ils sont dans leur appartement. Sinon, tout le reste, ça se passe soit en décor d'époque ou en costume d'époque. Donc, la transition, je la voulais fluide et je voulais ça harmonieux. Puis ça rend-tu le tournage chaotique un peu, tout ça, ou... Non. OK, il faut juste que tout soit découpé, puis on est prêt à... Ouais. Là, t'es Antoine, là, t'es Marie-Victorin. Non, non, non. C'était vraiment des bons comédiens. Mylène Mackay et Alexandre Goyette, ils ont vraiment... C'était surtout Mylène, là, qu'il fallait qu'elle était en colère. Fait qu'il y avait Roxane était en colère. Donc, il y avait vraiment un changement, tu sais, tu le vois dans son visage... c'est tellement drôle. Moi, ma scène favorite, c'est la scène, on l'appelle la scène « fuck you ». Quand elle dit « fuck you »,
Puis ils sont habillés en époque, puis ils sont sur un banc. Ils sont tout d'abord, tu sais, quand ils sortent l'ascenseur, là. Oui, oui. Bon, puis là, ils sont... Ça, c'est vraiment une bonne scène. Puis mon premier assistant réel, quand il a vu cette scène-là, il a fait « OK, je viens de comprendre. » C'est la scène clé du film, selon toi? Ben non, je sais pas. Il y a plein de scènes clés, je pense. Mais cette scène-là, je trouve qu'elle est bien faite. Elle est réussie. Je l'ai aimée, tu sais. Je l'avais dans ma tête, puis... Justement, un petit mot sur les comédiens Alexandre et Mylène. Comment tu passes au processus de choisir ces deux comédiens-là? Qu'est-ce qu'ils possédaient? On a fait un gros casting avec Roger Frappier, Véronica Molnar et Sylvie Lacoste, les producteurs. On a fait un gros casting. C'était plus difficile pour trouver Marie-Victorin. Okay. Parce que Marie-Victorin, il est connu. Il a fondé le Jardin botanique. Il a comme, en tout cas, connu. Remarque, il y a des gens qui m'ont demandé c'est qui elle, Marie-Victorin? Qu'est-ce qu'elle a fait? Fait que, bon, il y a un boulevard. Puis, alors, ça a été long. Puis, un comédien qui est venu 5 fois en rappel. Puis lui, il ne doit pas m'aimer. Hein, ah ouais. Puis finalement, Alexandre, on n'avait pas pensé à lui parce qu'il était un peu jeune. Parce qu'il fallait qu'il joue entre 42 et 52. Puis lui, il avait 42. Puis ça s'est imposé parce que je pense que physiquement, il lui ressemblait. Il avait sa prestance. J'ai adoré travailler avec Alexandre. Puis Mylène, vu qu'elle avait joué dans le Forcier, moi, je voulais en parler là, moi, ça me tentait pas bien, là, tu sais. Je dis, un peu d'originalité, Lynn. Je savais pas si tu te sentais obligée de la prendre à cause de ça, c'est l'inverse, tu aurais voulu... Pas du tout, j'aurais voulu... T'as résisté longtemps. C'est une autre interprétation, ça veut dire. Puis elle a fait une audition extraordinaire. En fait, c'est une audition, elle ne pouvait pas venir en personne, elle l'a filmée elle-même. Puis on a tous regardé ça ensemble, puis on a dit, c'est elle, tu sais, c'est comme... Ouais. Eh ben. Y avait-tu un désir aussi d'avoir des comédiens pas connus pantoute ou ça, justement, à Non, là, ceux-là ils disent pas grand-chose là-dessus. Okay. En tout cas, moi, j'ai pas... Mais c'est sûr que mes producteurs... tu sais, Mylène puis Alexandre, tu sais, c'est pas Guylaine Tremblay, là. Oui, mais je me demande si des fois c'est un fantasme de réal de dire je vais trouver quelqu'un dans la rue qui va être parfait. Puis ça c'est sûr. Ah ouais, okay. C'est sûr, mais pas celui-là, un autre. Le prochain peut-être, oui. Et comme réalisatrice, ça doit être tout un défi de tourner un film historique comme ça. On sait qu'on en a fait peu au Québec, 1 ou 2, 3 ans de cette ampleur-là. Comment on porte ça sur ses épaules? Ça doit être beaucoup de logistique, j'imagine, de décision. Écoute, on a tourné pendant 30 jours. Là-dessus, on est allé 3 jours à Cuba. On a tourné 2 jours dans la neige. Puis le reste, ça a été Montréal. On est allé 3 jours à Mingan. C'est loin, Mingan, là. C'est quasiment plus loin que Cuba. Oui. Je sais pas, puis... Je suis préparée, puis je dépasse pas, puis j'ai pu faire... puis on a vraiment pas lésiné sur les désirs de... Bon, tu sais... Bon, là, Lynn, là, tu peux pas avoir 4 chars d'époque, là. Tu sais, tu comprends? Fait que on essaie de trouver des trucs qui vont faire que la profondeur puis la signification du film sera pas... tu sais, c'est ça qui est important, c'est raconter une histoire, puis les chars, puis tu sais, mais le décor, il est beau. Ça vraiment, marche, oui, tout à fait. On avait une bonne directrice de location, le chalet des Gauvreaux. Oui. C'est tellement beau, là. C'était comme ça. C'était extraordinaire. J'ai eu la chance de parler avec Mylène et Alexandre pour un entretien écrit, puis eux, ce qui les avait épatés, c'était les décors. Il y avait l'impression que ça avait toujours été là. Ouais. Vous avez été émerveillés par ça. Yola Van Loenkamp a fait un travail extraordinaire en direction artistique, avec peu. Ouais. Puis un autre aspect super marquant du film, c'est la musique de Viviane Audet, Robin Joël Cool, puis Alexis Martin qu'on oublie. Non, mais c'est pas un comédien, hein? C'est pas le même. Okay, non, c'est Alexis Martin au même titre qu'il est vraiment avec... Ils font la musique de films, de télé, de séries. C'est ça, je sais qu'ils sont les 3 ensemble tout le temps. Puis Robin Joël, on commence à le voir dans une couple d'émissions ou de films et tout, mais je pensais que c'était le même Alexis Martin. Non.
fait tout. Non, c'est un autre Alexis Martin. Mais super musique, là, la bande sonore est sortie. J'écoute ça au travail. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est-tu assez beau dire que j'en ai enlevé? Ah ouais? Parce que moi, j'aime ça, pas beaucoup de musique, mais Puis je me demandais... ils sont tellement extraordinaires on n'a pas souvent parlé dans nos entrevues, mais comment ça fonctionne? Il y a comme 15-20 morceaux. Est-ce que tu mets un genre de description de ce que tu voudrais, puis là, il compose plein de choses, puis après, tu prends une banque là-dedans, ou tu as une direction pour chaque scène? Ou... C'est assez ils sont assez libres. Je suis pas quelqu'un qui va donner... mais quand on fait le montage, on prend une musique qui est soit d'un autre film, ou alors ça les inspire un peu, mais ils vont ailleurs, mais... Il y a des trucs qui ont vraiment... ils ont vraiment fait de la musique pour telle scène. Tu sais, quand ils ont les mains dans l'eau, c'était vraiment cette musique-là. Puis des fois, ils nous donnent des banques, ils composent la musique que le film leur inspire, puis là, on les place, mais la plupart du temps, c'est eux qui ont placé la musique. Ça bouge derrière. Oui, c'est ça. Notre temps est fini. Fait qu'on va conclure. Merci beaucoup pour cette belle discussion, Lynn. Puis bravo pour ce beau film. Là. Merci. C'est avec grand plaisir qu'on accueille deux des comédiennes du film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, Mylène Macaire et Sylvie Moreau. Bonjour, mesdames. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci. J'ai l'impression, des fois, je vais à Ciné-Québec, puis ça fait longtemps qu'on entend parler de ce film-là. Est-ce que ça... Je sais même pas quand est-ce que ça a été tourné. C'est comme en 22? Ou... Ça fait 2 ans. Donc, oui, c'est normal. Je pense qu'il y a eu une espèce de moment où il y avait beaucoup de films qui sortaient après la pandémie, donc ils ont décidé de le retarder d'1 an. Puis ils se sont dit que le solstice d'été, c'était un bon moment pour un film sur les fleurs, la faune et la flore, donc sur le jardin botanique. Donc ils ont choisi d'attendre. Mais ça fait 2 ans qu'on l'a tourné. Puis en plus, comme ça a été tourné sur plus qu'une saison, donc même le tournage lui-même s'est étiré un peu à cause de ça. Donc, oui, je pense. Ici, c'est ça, au Québec, le cinéma, on entend parler d'un film longtemps avant qu'il sorte. Le rythme des films et de la production des films, c'est complexe ici. Ouais. Et j'imagine que le succès aussi d'un film comme Le temps d'un été l'année dernière, qui a réussi à aller chercher un public adulte, qui a un grand succès, je pense positionne bien le film aussi... par sa sortie, je pense, cet été. On joue à être des distributeurs, là, mettons. Oui, j'imagine que ça a joué. Si ça pesait dans la balance, vous voulez dire, par rapport à la sortie, ben, je sais que oui, il y avait Sophie Dupuis, il y avait Monia Chokri, il y avait le film de Chloé à l'automne, puis pendant l'été, il y avait aussi beaucoup de films. Donc, c'est sûr que j'imagine qu'ils ont envie qu'ils restent à l'affiche le plus longtemps possible. Donc, c'est le choix qui a été fait. Oui, puis ici, encore une fois, le contexte du marché québécois fait en sorte que la sortie d'un film, ça devient absolument, disons, crucial puis déterminant pour la vie du film en question. Fait que ça aussi, c'est un aspect qui est complexe pour les diffuseurs, pour les distributeurs, pour les producteurs. C'est une donne c'est très compliqué. Il faut vraiment le faire au bon moment. Le contexte est bien important. Ouais. Puis, on parlait précédemment avec Lynn que... Elle a eu peut-être joué un peu de malchance. Elle a pris du temps avant de pouvoir retravailler sur un film depuis Borderline. Est-ce qu'au Québec, quand on joue dans un film, quand on tourne dans un film, c'est comme un cadeau? Ou est-ce qu'on peut viser à être aux 3 ans, faire partie d'une production cinématographique, ou on se concentre plus sur la télé, sur le théâtre, puis le cinéma, c'est du gravy, finalement? Gravy. Grosse introspection, là. Ben, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs films. Oui, des films marquants. Oui, ce qui arrive souvent dans un parcours, dans une carrière, c'est que ça arrive un peu tout en même temps. Quand on en fait un, on en fait quelques-uns. Mais c'est sûr que le travail au cinéma pour un acteur ou une actrice, je vais parler pour moi, mais c'est un travail privilégié et puis qui s'appartient parce que d'abord, c'est une rencontre avec un créateur, une créatrice c'est toujours très fort. La vision d'auteur, d'autrice, c'est toujours fort de se prêter à ça. Le temps n'est pas le même que la télévision. Donc, oui, c'est quelque chose de très précieux. C'est sûr que l'expérience de jouer au cinéma, c'est quelque chose de très excitant.
Tu corrobores, Bien, moi, si je pouvais faire 3 films là, par année, j'en rêverais vraiment, mais j'ai pas l'impression qu'en ce moment, peut-être dans l'écosystème dans lequel on est, c'est possible, en tout cas pour moi, mais c'est sûr, je le prends encore à chaque fois comme un cadeau, vraiment. C'est vraiment ce que je préfère parce que c'est le temps accordé encore. Moi, c'est un film aussi qui parle de notre rapport au temps. Mais au cinéma, je retrouve un rythme, en tout cas moi, qui me fait vraiment du bien, là, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, là, la direction artistique, le son, juste prendre le temps d'aller chercher tout ça. C'est sûr qu'après ça, on connaît les rythmes de la télé en ce moment. Ouais. Donc, c'est autre chose. On apprend d'autres choses en faisant. Moi, j'ai la chance de faire un peu de doublage aussi, donc, tu sais, puis de théâtre par moment. Donc, on dirait qu'un projet répond à un autre projet qui répond à un autre projet. Il y a comme un destin dans pourquoi on joue cette chose-là en ce moment. C'est un peu à ça que je crois, mais on dirait que je sais pas. Après, ça peut être 3 films d'un coup, puis de films pendant 2 ans, mais c'est quelque chose qu'on peut peut-être envoyer dans l'univers, mais on comprend vraiment pas nécessairement pourquoi les choses arrivent. Mais c'est sûr que c'est un souhait de continuer à en faire, en tout cas. Et parlant d'univers, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ces rôles-là de Dis-moi pourquoi? Qu'est-ce qui est venu vous chercher? Ben moi, je joue un rôle, dans le fond la sœur du frère Marie-Victorin, qui est un rôle plus périphérique, mais qui est là aussi pour symboliser la vie de certaines femmes à cette époque-là. C'est là pour cristalliser un petit peu le contexte aussi de cette époque-là, le contexte religieux, le contexte de comment les femmes vivaient, comment la place qu'elles occupaient dans la société. Moi, ce que je trouvais vraiment très le fun, personnellement, c'était d'incarner une femme comme il y en a eu beaucoup dans ma famille, comme j'ai vu beaucoup, des tantes missionnaires, des oncles aussi qui étaient frères, qui étaient religieux, ils portaient tous la soutane. Donc, j'ai beaucoup baigné là-dedans plus jeune. Donc, je trouvais ça vraiment le fun d'avoir le privilège d'incarner ces personnes-là que j'ai beaucoup côtoyées quand j'étais petite, quand j'étais jeune, puis l'espèce d'autorité que je trouvais que leur prêtait, le costume et tout ça, mais aussi en tout cas, il y avait quelque chose de très mythique pour moi. Fait que c'est quelque chose que j'ai pris très au sérieux, puis que j'ai fait avec beaucoup de bonheur aussi, d'incarner cette femme-là, même si c'est une femme dans une société où les femmes étaient plus, disons, réprimées, ne serait-ce que par le costume. Mais il y a quelque chose de le fun là-dedans, de quand même montrer la personnalité d'une personne, même si tout le costume, même si tout veut l'annuler, tu vois quand même la nature humaine d'une personne. Fait que ça, c'est toujours le fun quand on joue des personnages d'époque ou des personnages plus policiers, je dirais. Tu le fais tellement bien, tu es tellement bonne dans ce rôle, puis elle est tellement importante justement parce qu'il faut qu'on voit l'époque, là, il faut qu'on le voit. Mais on parlait d'univers, là, mais on dirait que je vais rebondir sur cette espèce de connexion au mystique là, qu'ils ont. Moi, j'avais lu les lettres du frère Marie-Victorin dans un tout autre cadre dans le film d'André Forcier. Oui, j'avais participé. Ouais. C'est un peu drôle, c'est ça qu'on parle de destin un peu lié des choses, mais j'avais joué Marcel Gauvreau dans un tout autre univers. Donc, je m'étais déjà intéressée à ces échanges-là. Mais les lettres de Marcel n'étaient pas sorties, donc j'étais super contente de pouvoir là, les découvrir pour le film de Lynn. Puis quand j'ai su qu'elle faisait un film sur leur histoire d'amour, j'étais, bon, OK, j'espère que je vais pouvoir me faire une petite place à l'audition. Mais dans l'histoire de la vie en général, moi, c'est sûr que ça me parle beaucoup parce que je suis née dans un jardin avec mon père est jardinier, ma mère est herboriste, puis mon père a enseigné au jardin botanique toute mon enfance, donc ça fait un peu partie de... C'est pas quelque chose... Ouais, c'est ça, ça fait partie surtout de ma famille, mais de moi en quelque part. Donc, avoir cette espèce d'œil contemplatif là, que Marcel a, je pense que ça fait partie de la façon dont j'ai été élevée. Puis ma mère, il ressemble beaucoup étrangement. Je me suis jamais inspirée de ma mère pour jouer un personnage. Mais celui-là, on dirait que je faisais, mon Dieu, ça ressemble vraiment à l'approche de ma mère par rapport aux choses. Son souci du détail, comment elle a un côté plus introverti, plus timide, tout ça. Puis donc, j'avais vraiment l'impression de rendre hommage un peu aux jardiniers aussi de ce monde. Donc, un peu à ce que, aux cultivateurs, puis à la beauté de notre paysage. Et en plus de ça, il y a un défi d'actrice qui était vraiment alléchant, je dirais, de jouer 2 époques. Oui. Et ça, on l'a vécu tout le monde. Là. Donc,
à la lecture du scénario, déjà de voir que ça doit être surprenant. Oui, mais moi, j'étais tellement emballée par cette proposition-là, puis je trouvais ça tellement intéressant. Oui, c'est étonnant, puis ça peut être dangereux aussi dans l'équilibre des choses, tu sais. Mais là, il y avait quelque chose de tellement... ça tombait tellement sous le sens d'apporter un regard contemporain sur cette époque-là, mais sur aussi cette façon-là de voir l'amour, de voir la foi, mais de nous rappeler là où on est aujourd'hui, comment on est différent, puis comment on est peut-être moins évolué, tu sais, plus évolué à certains niveaux, mais moins à d'autres niveaux par rapport à la grandeur des sentiments qui sont exposés dans le film et tout. Fait que ça, je trouve que c'est tellement intelligent dans l'écriture de Lynn. Puis après, c'est l'équilibre qu'il faut trouver parce que nous, c'est l'histoire de Marie-Victorin et Marcel Gauvreau qu'il faut qu'on suive. Donc, le rebondissement, disons, avec le contemporain, il faut que ça se fasse dans un bel équilibre. Puis je trouve vraiment qu'elle l'a bien trouvé, cet équilibre-là. Tout ça est amené dans une même prise à l'intérieur même d'une... Fait que comme comédien, ça doit être trippant aussi. C'est génial d'avoir la chance de faire ça. Là, c'est un vrai bonbon. Là, vraiment, vraiment. Ouais, je dois avouer que quand j'ai commencé le visionnement, j'étais comme, bon... m'a l'écouté le film, mais ça me parlait pas. Puis quand ça c'est arrivé, j'ai fait OK, c'est vraiment intéressant. Tu sais, je trouve que c'est les meilleurs biopics, justement. C'est pas de il naît, il accomplit des choses incroyables et il meurt tragiquement. Là, c'est une prise où des fois certains films c'est comme 2 ans. Ouais, c'est ça. Sex, drogue et rock'n'roll. Tu sais, soit un moment clé ou une façon ingénieuse de raconter. Tu sais. Puis je sais pas si vous l'avez vu comme ça ou si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression que le film est difficile à classer ou à catégoriser. C'est vraiment une œuvre que Lynn a décidé, elle a lu ces lettres-là, puis ensuite, elle est aussi artiste visuelle, puis il y a un mélange pour moi vraiment de littérature, de poésie, il y a comme une espèce de friction justement d'époque, mais entre les genres aussi, puis je me souviens à ma première écoute, je me disais, mais mon Dieu, c'est comme si les scènes parfois c'est brutal des fois, les changements, mais en même temps, c'est tellement doux, puis c'est vraiment de la poésie, puis je pouvais pas savoir ce qui allait arriver, en fait, un plan après l'autre, j'étais toujours surprise des plans qu'elle choisissait de mettre. Puis elle fait vraiment des belles ruptures de ton. Donc, effectivement, moi, je trouve que je suis fière de faire partie d'un film qui ne ressemble pas à... Puis où l'image, la nature, a une âme. Tu ressens quelque chose en regardant les images de nature, de faune, de flore, parce que tu as le contexte de l'histoire, bien sûr, qui l'encadre, mais ça te fait justement regarder la nature, mais avec des émotions aussi. Donc ça, c'est très fort, je trouve. Tous les films méritent d'être la meilleure version qu'ils peuvent être, mais le film est vraiment plus beau que ce que je pensais qu'il serait. Non, pas juste la flore, mais la direction photo, je n'ai pas noté qui l'a fait. André Dufour. Okay. C'est sa première direction photo, plus au cinéma. Il a fait énormément à la télé, mais c'est quand même son premier film. C'est quand même extraordinaire. Un grand ami de Lynn. Toute la direction photo, la musique, on avait parlé avec Lynn, tout l'enrobage, fait que on plonge volontiers dans le film. C'est ça. Ouais. C'est un monde en soi. Puis Je reviens quand tu parlais de tes parents puis ta jeunesse. C'est drôle parce que je l'ai lu sur Wikipédia. Puis d'habitude, les pages Wikipédia d'artistes et personnalités québécoises, il n'y a presque rien dessus, genre un demi-CV. Est-ce qu'on peut en parler? C'est qui a écrit ma page Wikipédia? Je pensais que c'est toi qui gérais cette page-là. Il y a comme une loi mais c'est qui? que tu n'es pas supposé. Moi, je suis jamais allée voir ces affaires-là. Ça me fait trop peur. J'aime mieux pas savoir que ça existe. Mais quand même assez chargé. C'est drôle. Mais c'est juste, je comprends pas c'est qui les... On ne sait pas c'est qui. Un ou une femme. Non, c'est ça. Mais il est supposé avoir des sources. Je n'ai pas remarqué en bas si, mettons... Oui, mais il faut prendre le temps. Il faut vraiment... Quelqu'un qui prend le temps d'écrire sur comment il connaît ma vie, puis comment ils ont fait pour avoir autant de détails. Des fois, on vit en société, puis on se dit... Je peux pas croire qu'on vit en société, il y a trop d'imbéciles. Mais d'autres fois, il y a des trucs sur Wikipédia qui ont dit genre, hey, il y a du bon monde qui prennent du temps pour. Oui, l'histoire est bien décrite. En tout cas, il m'est arrivé de tomber sur ma page Wikipédia et de lire l'histoire de ma famille. J'étais vraiment surprise. J'étais touchée. C'était bien décrit. C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais oui, effectivement, c'est ça la question. C'est pourquoi. C'est juste un peu si tu le savais. Là, j'ai aucune... C'est comme un détail très personnel, mais que finalement tu lis. Je l'ai su dernièrement, mais
j'ai aucune idée ça vient d'où, mais je suis fière de mes parents, donc je suis contente qu'ils fassent partie. Tout ça va aider à la promo de Dis-moi pourquoi. Je pense que c'est ta mère qui gère ta Oui, c'est ça. C'est ma mère. OK, c'est ça. Je vais faire une recherche. Moi, j'aimerais un petit mot sur Lynn. Donc, c'est un grand retour au cinéma pour elle après Borderline. Donc, c'est comment travailler avec une femme réalisatrice. Chose qui est le fun parce qu'on en voit de plus en plus. Dans la dernière année au cinéma québécois, on est très gâtés. Comment recevez-vous ça? Et comment est-elle comme réalisatrice? Est-ce qu'elle est très pointillée sur ce qu'elle veut ou elle vous laisse quand même explorer un petit peu? Comment tout se déroule sur un plateau? Un mélange de toutes ces réponses parce que Lynn, elle peut savoir exactement ce qu'elle veut, mais elle est très flexible. Donc, elle peut changer d'idée aussi rapidement si elle a une vision ou une inspiration du moment. Par exemple, il y a une scène dans le film où elle m'a demandé de danser d'imaginer Marcel dans mes bras, mais Marie-Victorine dans mes bras, mais je suis seule. Puis ça, elle m'a juste dit « on va faire ça cet après-midi. » Elle a eu l'idée le matin, puis c'est juste venu. Puis moi, j'adore ça personnellement quand on se permet... Comme disait on se permet ces inspirations. Télé, c'est génial qu'on ait pris le temps de le faire, mais qu'on se permet ces inspirations-là du moment. Moi, j'adore ça. Moi, je ferais des films improvisés. Là, j'aime ça incroyablement. Puis, on ne sait pas de quoi les lieux vont avoir l'air jusqu'à ce qu'on soit là. Puis, Lynn, c'est une artiste visuelle aussi, donc elle utilisait l'espace. Puis, si elle voyait quelque chose de mieux, elle allait changer son idée sans aucun problème. Puis, elle fait confiance au corps. Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais justement, quelqu'un qui a un œil comme... Elle a un œil, bien sûr, extraordinaire, puis une sensibilité aussi, une sensibilité aux êtres, puis c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, là, aussi. Donc, c'est un mélange formidable, là, parce que tu fais confiance à des gens comme ça, tu sais. Puis je trouvais que, justement, comme elle connaît bien les corps, comme elle sait regarder, bien, elle n'a pas peur du silence, puis elle n'a pas peur de nous demander, justement, de faire des choses juste au niveau comportemental. C'est pas juste lié au texte. Elle voit le sens dans tout, tu sais, puis elle voit la puissance des images aussi. Fait que ça, c'est le fun de travailler, parce que aussi, comme acteur ou comme actrice, mais tu sens que tu es... dirigé, ou j'allais dire exploité, c'est vraiment pas le terme, mais que, tu sais, que... C'est un rôle important à la création. Oui, exactement. Puis on ne te voit pas juste comme une tête qui parle là, ou qui dit du texte, mais c'est ça. Donc, ça, je trouve qu'elle est une super réalisatrice pour ça, qui communique beaucoup. Ça, bien sûr, c'est le fun aussi, là, très sensible. En terminant, je me dois d'aborder... Il y a quelques semaines, on a rencontré Sophie Nellis pour La promesse d'Irena. Puis moi, je trouve que c'était un coup de génie d'André Turpin de vous avoir mis, toi, Mylène, et Sophie, dans le même rôle. Puis je comprends pas que ça n'a pas été réutilisé encore, soit ou comme sœur. Jeune mère-fille, comme sœur, comme quelque chose, une sitcom à la Catherine à l'époque, quelque chose comme ça, genre... Avec Sylvie. Ah oui, hein? Ah oui, mais moi aussi, mon Dieu, en plus, on est super proches depuis qu'on a tourné Endorphine. À chaque fois qu'on se voit, on se sent comme des sœurs. Là. Il y a vraiment une espèce de symbiose qui s'est créée quand on était ensemble dans ce film-là. Elle avait, je pense, 14 ans. Moi, c'était mon premier film, donc je me sentais comme si j'avais 14 ans aussi. J'avais le même âge. Mais on a vraiment, vraiment une super belle relation, un super beau lien. Puis, à chaque semaine, je me fais demander des autographes. Les gens pensent que je suis Sophie Nellis. Mais si ça peut te faire une fleur, elle dit qu'elle aussi, à l'inverse, les gens pensent qu'elle est Pour vrai? Ouais. Mais c'est vraiment drôle. Mais la première fois que je l'ai vue à la télé, je me souviens dans Les Parents, j'ai vraiment eu un choc. J'étais comme, OK, j'ai un clone. c'est moi, enfant. Il y a un mini... Puis je me dis, c'est quoi la génétique qui fait que quelqu'un va te ressembler comme ça? On n'a aucun lien. Pas du tout. Pas du tout, mais j'adorerais rejouer avec elle. C'est peut-être elle qui a écrit ta page Wikipédia. Bon, nouvelle piste. Eh bien, sur ça, merci beaucoup pour cette belle conversation. Puis on invite vraiment les gens à aller voir ce magnifique film. Merci.